Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo d'une nouvelle catégorie que je lance qui s'appelle les bilans 100% animés. Alors cette catégorie elle découle d'un constat, c'est que je regarde de plus en plus d'animés. Voilà, je m'y suis mise il y a bientôt, il y a 2 ans à peu près, voilà, j'avais commencé par l'Attaque des Titans. Donc il y a ça 2 ans que je suis vraiment investie dans le visionnage d'animés, et c'est vrai que ça prend de plus en plus de place en fait dans les bilans culturels que je fais, donc ceux dans lesquels je parle de films, de séries et de livres, au point que j'ai décidé de les séparer en fait, de consacrer des vidéos entièrement aux animés. Donc voilà la première d'entre elles. L'objectif c'est d'en faire une à chaque saison à peu près, puisque les animés adoptent un rythme de diffusion saisonnier. Et dans cette première vidéo, j'ai 8 animés à vous présenter. Donc j'ai divisé cette vidéo en 3 catégories. La première, ce sont les animés qui ne possèdent qu'une seule saison, dans le sens où ils ont été pensés comme tels en fait. Ces animés ne sont prévus pour n'avoir qu'une seule saison. Ensuite, on a les animés qui ont fait leur début. Et enfin, on a les animés qui ont tout simplement de nouvelles saisons en fait. Alors je vous rassure, cette vidéo c'est quand même le résultat de plusieurs mois de visionnage. J'ai pas tout regardé d'un coup. Il y a des animés que j'ai suivis sur la durée, c'est-à-dire que depuis le début de leur diffusion, comme Spy X Family par exemple. Commençons par les animés pensés pour une seule et unique saison. Le premier d'entre eux m'est sorti en 2009 pour le coup. C'est un animé qui possède différents noms. On l'appelle Aoi Bungaku, on l'appelle Blue Literature Series, ou bien encore on l'appelle Youth Literature. C'est un animé qui adapte 6 histoires d'auteurs japonais. Chaque histoire est à peu près adaptée en 2-4 épisodes. Les auteurs sont Dazai Osamu, Ryonosuke Akutagawa, Soseki Natsume et Ango Sakaguchi. Alors, moi, des œuvres qui étaient adaptées, en l'occurrence, je ne connaissais que La Déchéance d'un homme de Dazai Osamu, donc que j'avais lu, ainsi que la nouvelle Paravent infernal de Ryonosuke Akutagawa, que j'avais également lu. Chaque épisode commence par une introduction. Donc un homme en fait qui vient présenter l'auteur, qui replace en fait la bibliographie de l'auteur dans un contexte historique, par exemple en évoquant les réactions de ses contemporains. C'est le studio Madhouse qui se charge d'adapter cet animé. Donc Madhouse, on le retrouve notamment derrière Death Note. D'ailleurs, c'est vrai que l'animé en fait a un style très mature, proche de Death Note. Pour le coup, j'ai vraiment trouvé des similitudes au niveau du style graphique qui est donné à cet animé. Comme je vous le disais, je connaissais déjà 2 des œuvres adaptées, ce qui fait que cette connaissance m'a fait remarquer un changement dans la narration, puisque l'adaptation vient faciliter l'histoire tout simplement, en changeant des éléments, en déplaçant l'introduction de certains personnages, dans le sens où normalement dans ces histoires, et là pour le coup je pense à Des Chances d'un homme, les personnages sont introduits eh bien, au moment où ils font leur rencontre avec le narrateur. Sauf que là dans l'animé, on voit d'abord les personnages évoluer séparément, donc on les introduit dans un premier temps, et seulement après on va venir les faire interagir avec le personnage principal. Donc c'est un mode un peu différent qui, je trouve, en fait, facilite clairement la compréhension. Le fait de montrer les personnages secondaires séparément, ça permet non seulement de faciliter l'intrigue, mais je trouve aussi que ça développe en fait un certain attachement chez le spectateur, puisque ces personnages ne gravitent plus seulement autour du personnage principal, vous voyez. On les voit quand même évoluer d'une certaine manière, comme s'ils avaient leur propre âme. Il y a aussi de l'ajout de dialogue que j'ai constaté, c'est le cas pour La Déchéance d'un homme à nouveau, parce que La Déchéance d'un homme, je vous en avais parlé dans mon bilan culturel du mois de février, si je me trompe pas. C'est une œuvre qui en fait éclipse l'action, dans le sens où tout est vraiment centré sur les pensées du personnage principal, donc appelé Yozo, ce qui fait qu'on n'a pas de dialogue dans La Déchéance d'un homme, on ne voit jamais les personnages interagir. C'est Yozo qui nous dit, voilà, pendant la conversation on a évoqué tel ou tel sujet, mais on ne les voit plus jamais interagir les uns avec les autres. Donc c'est vrai que là, pour adapter, forcément, il faut des dialogues. Et ça ajoute une nouvelle dimension à l'œuvre, au point que moi, je considère cet animé comme un réel complément par rapport à ces œuvres. Deuxième œuvre qu'on va aborder, il s'agit d'une anthologie, encore une fois. Cette fois-ci, une anthologie d'horreur qui a fait beaucoup parler, puisqu'elle est sortie au mois de janvier sur Netflix. Les gens ont été déçus tout simplement par l'adaptation, puisqu'ils trouvaient que le style graphique de l'auteur n'était pas représenté correctement. Moi j'ai un attachement particulier à cette œuvre, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais on va y revenir. Il s'agit de Maniac, anthologie macabre, qui adapte donc des nouvelles de Junji Ito.
Maniac, c'est l'œuvre qui m'a fait découvrir Junji Ito. Pour vous placer dans le contexte, donc j'ai été avec quelques copains de classe couvrir le festival de la BD d'Angoulême au mois de janvier, donc quelques semaines à peine après la sortie de Maniac sur Netflix. Et dans ce cadre-là, il y avait une projection de 2 épisodes de Maniac en présence de Junji Ito himself, ce qui fait que oui, j'ai vu en vrai le grand Junji Ito. Il était vraiment, il était au 3e rang, il était là quoi devant nous. Je pense que le contexte dans lequel j'ai découvert cette œuvre influence forcément la réception que j'ai de celle-ci, dans le sens que ces épisodes, je les ai découverts alors que Junji Ito était là, quoi. Enfin, c'est formidable de voir ces épisodes alors que littéralement vous venez de rencontrer, l'auteur. Donc oui, ça influence clairement ma réception et mon avis est biaisé. Ça, c'est clair. Et puis aussi, il y a un sentiment assez incroyable. C'est vrai que moi, les œuvres de Junji Ito, je connaissais le nom avant d'aller à Angoulême. Je connaissais, j'en ai entendu parler, Tomie, Soichi, mais je m'étais jamais renseigné plus que ça. Je me suis dit qu'un jour il faudrait que je me penche dessus, mais ça n'avait jamais été plus loin en fait. Et c'est vrai que lorsque j'ai vu ces 2 premiers épisodes de Maniac, mais moi je suis tombée amoureuse du style de Junji Ito. Je suis tombée amoureuse de sa façon de raconter des histoires, de ses concepts toujours innovants, du body horror qu'il instaure dans... de la body horror plutôt, qu'il instaure en fait dans ses nouvelles. Et en regardant Maniac, j'ai eu le sentiment qu'une grande porte s'ouvrait à moi et qu'il y avait en fait un monde entier, le monde de Junji Ito finalement, qui m'ouvrait ses bras, qui me disait mais regarde tout ce que tu as encore à découvrir. Et c'est vrai que je trouve que Maniac en fait est une excellente manière de débuter en fait sa découverte des œuvres de Junji Ito, puisque c'est une façon de découvrir la manière avec laquelle Junji Ito raconte ses histoires, comment est-ce que ces récits se construisent. Ça permet aussi de se familiariser avec certains de ses personnages cultes, Soichi, Tomie, qui sont parmi les personnages les plus récurrents de Junji Ito. Donc ouais, je trouve que ça a de quoi donner envie en fait de se plonger dans les mangas qu'il écrit. Le point qui a principalement déçu, et je le comprends totalement, c'est que l'animé est limité techniquement, ce qui fait qu'il va venir se cantonner à des récits qui sont facilement adaptables. Je prends l'exemple de Soichi, il y a tellement d'histoires à raconter sur ce personnage, et pourtant, les histoires que l'animé choisit, ce sont celles où il embête son frère, donc Koichi, et celle où il est avec le chat. Enfin, c'est des histoires qui sont pour le coup assez faciles à adapter. Et forcément, lorsqu'on voit la body horror qu'il y a dans les œuvres de Junji Ito, bah on regrette que ce soit pas autant montré à l'écran. Après, je vous dis ça parce que juste à côté de moi, en fait, j'ai un tome de Spirale. Et Junji Ito, c'est vrai que si vous connaissez pas, c'est vraiment quelqu'un qui est expert dans la déformation des corps. Pour le coup, c'est assez... voilà, je suis tombée sur la page parfaite. Chez Junji Ito, on est vraiment dans les corps qui se déforment, pour le coup. Et c'est vrai que ça se voit pas forcément dans l'animé, d'autant plus que la réalisation en fait est très sage et l'animation ne rend pas non plus justice à l'art de Junji Ito, ce qui est dommage parce que ça partait bien en soi. Je veux dire, tu regardes l'opening, c'est quelque chose de psychédélique, un délire total qui met en scène le personnage de Tomie, et l'ending aussi qui représente bien l'atmosphère quotidienne, on va dire, dans laquelle on vient ajouter une touche fantastique. L'ending, donc, il met en scène Soichi, et c'est vrai que c'est ça qui est caractéristique des œuvres de Junji Ito, c'est la dimension horrifique, slash fantastique, qui vient imprégner le quotidien. De plus, il y a aussi une colorimétrie que je trouve assez vive, et moi ça m'a surprise parce que Junji Ito, on est quand même sur des œuvres qui sont sombres, et ça paraît en décalage en fait avec le côté sombre de ces récits, ce qui fait que c'est plus difficile de s'immerger forcément dans l'histoire parce que les couleurs viennent atténuer l'horreur des images qu'on a à l'écran. Passons aux animés qui ont fait leur début et bien tout récemment. Le premier, c'est l'adaptation d'un webtoon sorti sur Netflix au mois de décembre. J'avais adoré, il s'agit de Lookism. Je vais vous lire les termes employés dans la description. Le personnage principal est gros, impopulaire et laid, ce qui fait qu'il est méprisé par ses camarades de classe. Il est victime de violences en fait au quotidien, au lycée, et sa vie va changer du jour au lendemain lorsque il va se réveiller dans un autre corps, celui d'un garçon beau, grand et musclé.
La question va alors se poser, comment réussira-t-il en fait à s'adapter tout en acceptant la réalité qu'il tente de fuir? Le webtoon original est écrit par le coréen Park Tae-jun et s'appuie sur le principe d'inversion des corps. Dans le sens où lorsque le personnage va se coucher, il va se réveiller dans l'autre corps. Ce qui fait que finalement il va conserver son corps laid pour la nuit, donc pour un emploi de nuit, pendant que son corps beau se repose, et il va aller à l'école avec son corps beau, tandis que son corps laid se repose. Ce principe d'inversion des corps, il vient bien entendu appuyer le propos de l'animé, dans le sens où ça questionne la place du corps dans la société, ça montre le culte de l'apparence, le fait que les qualités d'une personne soient exacerbées socialement si elle est belle, alors que les qualités, bien que la personne soit très chaleureuse humainement, bien qu'elle soit une bonne personne, bah ces qualités en fait elles vont être dissimulées sous son apparence si jamais elles divergent des standards de la beauté. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la société actuelle, et particulièrement dans la société coréenne, la valeur d'une personne est omise si son physique ne correspond pas à cette fameuse définition de la beauté. En ce qui concerne le personnage principal, moi j'ai été extrêmement touchée par lui, puisque on sent bien qu'en fait ses envies sont freinées par son corps, que ça le limite dans ses choix de vie, dans les offres qu'il a, dans les opportunités. On voit bien que lorsqu'il chante, parce que c'est ça en fait sa passion, le personnage principal, c'est le chant, lorsqu'il chante dans son corps laid, son talent n'est pas reconnu, alors que dès qu'il le fait dans son corps beau, d'un coup, le monde entier finalement est à ses pieds. En lisant le scénario, moi j'avais la crainte qu'une fois dans ce beau corps, le personnage, vous savez, ne vive dans une sorte d'illusion, hein, sans vouloir en sortir, qui balaye le passé, qu'il oublie le fait qu'un jour il était harcelé, en vivant dans ce nouveau corps et en se laissant lui-même prendre par la valeur accordée à la beauté. Mais, même si son nouveau corps lui donne des privilèges, il s'en rend bien compte et il ne s'en sert pas pour servir ses propres intérêts, vous voyez. Il se souvient d'où il est parti, il se souvient de ce que ça fait que d'être harcelé, et donc d'un regard extérieur en fait, il réalise bien les souffrances qui ont pu être infligées à des personnes. Il ne reste pas un témoin impuissant, mais il n'hésite pas à agir à ses services de cette popularité soudaine pour aider les autres. Parce que ce nouveau corps lui confère une légitimité sociale qu'il n'avait pas auparavant, donc ce que personne n'a pu faire pour lui en fait auparavant, personne ne lui a jamais tendu une perche, bah lui va le faire pour toutes ces personnes qui se sentent terriblement seules. On va parler d'un animé qui me tient très à cœur parce que je suis très attachée à ces personnages. C'est un animé moi qui m'a rendue heureuse et je l'ai dit en introduction, je le suis depuis le mois d'avril, donc de avril à janvier. J'ai suivi cet animé. Il s'agit de Spy X Family. Spy X Family, c'est l'histoire d'une fausse famille. D'un côté, on a Twilight, un espion, le plus grand espion du monde pour le coup, qui, pour sa nouvelle mission, doit créer une famille de toutes pièces. Il va donc faire appel à une jeune femme, Yor, qui, elle, cache un secret, c'est qu'elle est tueuse à gages. Et enfin, la fille va être Anya, une enfant dotée de dons de télépathie. En fait, tout le quiproquo autour de ça, c'est que chacun a son secret. C'est-à-dire qu'ils pensent tous que le reste de la famille est normal, sauf que chaque membre de la famille en fait a son propre secret qu'il tente de garder. Et donc ça donne des situations assez rocambolesques en fait, ouais, pleines de quiproquos, et ce trio atypique va devoir déjà composer pour passer inaperçu malgré leurs particularités, et surtout ils vont découvrir ensemble les valeurs d'une famille unie et aimante. C'est l'adaptation du manga de Tatsuya Endo dont je vous avais parlé dans mon bilan culturel du mois de mars 2022 pour le coup. J'avais lu l'intégrale et depuis je suis assidûment la sortie des nouveaux tomes de Spy X Family. Chaque épisode ça représente une aventure, voilà, pour vous donner une idée, avec plus ou moins d'enjeux pour l'intrigue principale, mais évidemment même si chaque épisode voilà, c'est une petite histoire, ça ne perd pas pour autant de vue, voyez la ligne directrice du récit. Spy X Family, c'est animé doudou par excellence, on se sent bien devant, c'est une ambiance douce en fait, ponctuée de nombreuses touches d'humour, et puis je le disais en introduction, le jeu des secrets, ça mène à des situations qui sont incongrues, mais amusantes, c'est-à-dire des quiproquos, des mensonges farfelus, on rit bien en fait devant cet animé, on se sent bien devant tout simplement. D'autant plus que le point de départ de cette histoire c'est l'intérêt, chacun rejoint cette famille dans une démarche intéressée parce qu'il y voit voilà, un avantage, mais ils vont découvrir donc les valeurs d'une famille, eux qui n'ont connu que la solitude, et finalement ces trois personnes qui ne se connaissaient pas,
ils vont découvrir que cette fausse famille va représenter leur bulle d'oxygène, vous voyez, au quotidien, et leur apporter du bonheur. En sachant que Spy X Family, donc la diffusion s'est achevée au mois de janvier, mais c'est loin d'être fini puisque l'anime a été renouvelé pour une saison 2 et on aura aussi un film inédit qui sortira normalement cette année. On va passer dans quelque chose de beaucoup plus sombre, diffusé du mois de octobre à décembre, si je ne me trompe pas. Il s'agit de l'adaptation tant attendue du manga Chainsaw Man. Notre personnage principal, c'est Denji, un jeune homme qui est endetté jusqu'au cou et qui va fusionner avec Pochita, son chien, qui est en l'occurrence un démon tronçonneuse. Désormais doté d'une grande puissance, Denji va être recruté par une association Devil Hunter en fait, qui est spécialisée dans la traque et l'élimination de démons. C'est une adaptation du fameux manga de Tatsuki Fujimoto, connu pour être violent et bien gore. La première saison, c'est ça, donc elle a été diffusée de début octobre jusqu'à fin décembre, donc elle comprend 12 épisodes. C'est le studio MAPPA qui se charge de l'animation. MAPPA qui n'a plus rien à prouver pour le coup, hein. Ce sont notamment eux qui se chargent de Vinland Saga, Jujutsu Kaisen, qui se charge aussi de l'attaque des titans. Bref, je pense que le studio MAPPA s'en sort très très bien. Et surtout, nous avait fait la promesse à nous, lecteurs, de ne pas censurer. Ce qui fait que Spy X Family, on est sur un manga extrêmement sanglant. D'autant plus que MAPPA nous gâte avec cet animé-là, dans le sens où il rajoute des séquences. C'est des séquences qui en plus viennent étayer les personnages. Par exemple, on a une séquence de 3 minutes où on nous présente, alors moi j'appelle ça la morning routine d'Aki. En gros, c'est le personnage d'Aki qu'on va suivre durant une matinée. Donc on va le voir se faire son café, se préparer, lire son journal sur la terrasse. Et si en apparence c'est une séquence qui ne fait pas avancer l'histoire, bah déjà il y a du plaisir pour nous en tant que lecteurs qui connaissons le manga en fait, de voir la nouveauté. Mais aussi, ça apporte de l'épaisseur tout simplement aux personnages, quoi. En les ancrant, vous savez, en les ancrant un peu plus dans le réel. Parce que c'est sympa, évidemment, de les voir se battre contre des démons, mais c'est chouette aussi de les voir dans des scènes de vie, en fait, de les voir évoluer pour rappeler que, certes, sur le champ de bataille, ce sont des machines de guerre, mais par contre, ça reste des humains avant tout. Cependant, mon regret avec Chainsaw Man, et pour le coup, c'est déjà quelque chose qui est inhérent au manga, c'est voulu par Tatsuki Fujimoto lorsqu'il a écrit Chainsaw Man, c'est le goût de trop peu. Dans le sens où moi je finis Chainsaw Man avec le sentiment de ne pas en avoir vu assez pour m'exprimer en fait plus longuement sur l'animé. Dans le sens où, déjà parce que j'aurais aimé voir plus que ces 12 épisodes, ça laisse vraiment un arrière-goût amer, c'est le sentiment de ne pas en avoir vu assez. Et puis aussi parce que le rythme de l'histoire donne le sentiment que l'intrigue finalement n'a jamais vraiment débuté. Qu'il ne s'agit là que d'une introduction qui certes pose les enjeux, les intérêts des personnages et la menace de l'histoire, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas rentré dans le concret finalement. Donc évidemment je sais, parce que je connais l'histoire de Chainsaw Man, je sais que ça va s'accélérer dès la saison 2, mais si jamais vous êtes vous aussi perplexe sur la première saison parce que vous trouvez qu'il ne s'est pas passé grand chose, sachez que ça va s'améliorer par la suite. Dernier animé que j'ai à vous présenter dans cette rubrique des animés qui ont débuté leur diffusion, c'est un animé de football qui était aussi très attendu, qui a terminé sa diffusion tout récemment à la fin du mois de mars. Donc sa diffusion a eu lieu du mois d'octobre 2022 à mars 2023. Il s'agit de l'animé Blue Lock. 強化指定選手なんで俺が夢は夢で終わってしまいそうです。いつか日本代表のエースストライカーになってワールドカップ優勝するっていう俺のアホみたいな夢が。 Le Japon a été éliminé de la Coupe du Monde dès les huitièmes de finale. Pour faire face en fait à ce nouvel échec, l'Union japonaise de football va décider de créer le projet Blue Lock. L'objectif, c'est de créer un centre de formation qui rassemble les 300 meilleurs attaquants lycéens du Japon afin de trouver l'attaquant ultime, celui qui saura mener l'équipe nationale du Japon jusqu'à la victoire. Tous brûlent d'envie de devenir le meilleur parmi les meilleurs. Et finalement dans Blue Lock, il n'y a qu'une seule règle, être individualiste et ne penser qu'à soi. A l'inverse des animés de sport lambda, la dynamique elle est totalement différente entre les participants. Parce que ici, il s'agit d'être le meilleur en fait. Il faut écraser son adversaire, il faut faire fi de l'équipe, de l'esprit d'équipe. Et c'est vrai que ça crée des relations assez particulières. Ça crée une rivalité entre les personnages. Et en général, dans les animés de sport, on est plutôt sur des valeurs du collectif. Mais alors ici, c'est vraiment chacun pour sa pomme quoi.
J'avais un peu peur du principe de Blue Lock, puisque l'idée même du projet c'est d'enfermer entre 4 murs ces lycéens pour qu'ils s'affrontent lors de matchs. Je craignais la redondance, mais en fait non, parce qu'au fil des matchs, les partenaires vont changer, voilà, les équipes vont évoluer, des membres vont partir, d'autres vont arriver, ce qui fait que les compositions d'équipes vont être différentes, elles vont varier, et donc à chaque fois les repères sont chamboulés. Du coup nos personnages ils vont devoir apprendre à composer avec de tout nouveaux coéquipiers. D'ailleurs la capacité d'Isagi, notre personnage principal, c'est justement l'adaptation, puisqu'il est capable de créer des combinaisons entre la force de ses coéquipiers et la sienne pour en tirer le meilleur. Donc il va venir prendre vraiment les meilleurs éléments de ses coéquipiers pour les associer aux siens, et donc créer une tactique qui va les mener à la victoire. Je trouve que c'est bien matérialisé pour le coup, parce que ça se fait à travers des pièces de puzzle qui au départ se défont lorsque Isagi a un doute et qui se remettent en place à l'inverse lorsqu'il trouve la bonne solution. Et de façon générale, les pensées de nos personnages, les stratégies en tout cas auxquelles ils songent, sont bien matérialisées. Les explications des stratégies en fait passent par des dessins assez grossiers qui permettent de rendre compréhensibles leurs idées pour tout le monde. C'est-à-dire que même si vous ne connaissez pas le football, je pense que vous pouvez sincèrement prendre du plaisir devant Blue Lock, parce que les explications elles sont limpides. L'animation est correcte, sincèrement, l'animation est... C'est tout ce que je demande pour cet animé. Cependant, il faut quand même revenir là-dessus, ça a été moqué pour une séquence en particulier, mais c'est vrai que ça revient assez fréquemment. C'est lorsque les personnages courent tout simplement et qui sont vus de haut. On a une sorte d'animation en 3D, j'ai l'impression, qui est similaire, vous savez, à ce qui montre lorsque vous passez votre code de la route, typiquement, ces animations un peu laides, et c'est vrai que c'est surprenant, parce que autant les expressions faciales sont bien travaillées, même chose lorsque les personnages sont de face, de dos, mais dès qu'on les prend de hauteur, mais c'est des petits bonhommes qui courent sur le terrain, et c'est vrai qu'une fois que vous l'avez remarqué, en fait, c'est difficile de ne pas rire à chaque fois que ces séquences apparaissent à l'écran. Il y a une chose que je regrette, et certes ça paraît normal au vu du caractère sportif de l'animé, mais c'est qu'on passe beaucoup de temps sur le terrain, et moi j'apprécie les interactions entre les personnages, notamment lorsqu'ils sont dehors, sans la pression du match, vous savez, donc que ça soit dans la chambre ou bien dans le réfectoire, ou bien lorsqu'ils font leurs étirements. Voilà, c'est des petites séquences qui amènent de la légèreté et qui aussi améliorent la dynamique entre les personnages, qui sont assez marrantes en tant que spectateur à regarder, et c'est pour ça que j'affectionne autant les scénettes de fin, puisque sachez que à chaque fois, après le générique de fin, d'ailleurs, l'ending de Blue Lock, le premier ending, qui s'appelle Winner, mais moi je l'écoute en boucle depuis le mois d'octobre, tout simplement, c'est vraiment l'un de mes endings préférés de tous les temps, je pense. On va passer à la dernière partie de cette vidéo, donc ce sont les animés qui ont poursuivi, tout simplement, leur diffusion, voilà, dont de nouvelles saisons ont été diffusées récemment. Le premier, c'est l'épisode 1 de la partie 3 de la saison 4 de l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, c'est donc ce monde dans lequel les humains vivent enfermés entre des murs, puisque à l'extérieur, on a donc des titans, des créatures monstrueuses qui n'ont qu'une envie de dévorer les humains. Notre personnage principal, c'est Eren Yeager, un jeune homme qui a vu sa mère se faire dévorer devant ses yeux et qui va s'engager avec ses amis Armin et Mikasa dans le bataillon d'exploration, un bataillon militaire chargé d'exterminer les titans. Ce résumé, c'est celui que vous avez lorsque vous lancez le premier épisode, on va dire. Il s'en est passé des choses depuis, et je dois avouer être impressionnée par le travail d'écriture d'Hajime Isayama, donc le créateur de l'œuvre, puisque à la base, dans SNK, en fait, il était juste question de combattre des titans avec les enjeux de shonen classiques, hein, pour le coup, et désormais, on est face à une œuvre qui traite de génocide, qui traite de racisme, qui traite de guerre, enfin... On a basculé dans quelque chose de beaucoup plus sombre en fait, et je vous cacherai pas avoir du mal à saisir le moment où il y a eu réellement la bascule, parce que ça se fait de façon progressive. Alors évidemment, il y a eu une ellipse de 4 ans qui est pas négligeable, donc pour nos personnages je veux dire, ce qui fait que nos personnages ont évidemment pris en maturité, mais avec du recul je réalise quand même que ce basculement vers quelque chose de plus sombre, c'est les éléments qui ont mené en fait à cette guerre finale, ils étaient distillés dès le début, et je dois saluer la fluidité d'Hajime Isayama pour nous amener vers ça. Peut-être que vous avez été confus lorsque j'ai introduit l'Attaque des Titans, c'est normal, hein, j'ai parlé de l'épisode 1 de la partie 3 de la saison 4,
Sachez simplement que pour cette saison finale, ils ont opté pour un découpage particulier qui se compose en fait de 2 longs épisodes, 2 épisodes d'une heure chacun. Le premier épisode d'1 heure qui a été donc diffusé au mois de mars et le dernier épisode, le tout dernier épisode d'Attaque des Titans qui sera diffusé eh bien, au mois de... Alors on n'a pas le mois exact, on sait juste que ça sera diffusé cet automne. Et puis après ça sera fini d'Attaque des Titans. J'ai lu le manga d'Attaque des Titans, donc je sais où l'histoire va, je sais ce qui va se passer par la suite, mais je dois avouer avoir été terrifiée par cet épisode, par son caractère inéluctable. Je ne vais pas trop vous en dire parce que ça serait vraiment vous... Enfin de toute façon, pour vous mettre en contexte les 400 précédentes, c'est un peu complexe, mais surtout je ne veux pas vous gâcher cette surprise, mais le caractère inéluctable de la situation est terrifiant. C'est l'homme qui est confronté en fait à sa propre mort et qui ne peut pas agir contre. Il se voit littéralement partir et ça, en tant que spectateur, ce sentiment d'impuissance, mais c'est terrifiant. C'est le studio MAPPA qui est à la barre, studio MAPPA, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, on en a déjà parlé. Je vous l'ai dit, il n'a plus à faire ses preuves et pour ceux qui ne savent pas en fait, ce sont eux qui s'occupent d'adapter l'Attaque des Titans depuis la saison 4. Donc je vous le disais, c'est à ce moment-là qu'intervient vraiment la guerre. Et donc l'œuvre atteint pour le coup son pic de noirceur. Et le studio a su se réapproprier les personnages en leur offrant un design plus mature, lié évidemment à cette ellipse de 4 ans hein, qui fait qu'ils prennent en maturité et qui grandissent tout simplement. Désormais ils ont entre 18, 19, 20 ans on dirait. Et de façon générale l'ambiance est beaucoup plus sombre. Et quand je parle des studios MAPPA, hein, je parle aussi bien du travail sur l'image que celui sur l'animation. En ce qui concerne l'image, je dois quand même souligner le travail mené sur les ombres notamment, qui varie selon les moments de la journée, ou bien encore la luminosité qui va varier. Je pense à cette scène où Reiner est dans un avion et il va se placer devant le hublot, et alors que sa silhouette en fait est devant le hublot, tout l'avion, vous savez, va être plongé dans l'obscurité. Et ce sont des détails qui peuvent sembler infimes, qui peuvent sembler anodins, mais qui justement en fait apportent de la crédibilité, qui apportent du réalisme à l'Attaque des Titans. Et enfin, on va terminer par l'un de mes animés préférés, dont la saison 4 a été diffusée du mois de janvier au mois de mars. Je suis assez amère en ce qui concerne cette 4e saison. On va en parler, il s'agit de Bungo Stray Dogs. 僕が魔人ヒョードルの罠を破っていれば作戦を捨て逃げよう。連中は探偵者を破滅の呼び水にする気だ。 Pour faire grossièrement le pitch de Bungo Stray Dogs, on y suit une agence de détectives qui possède des super pouvoirs et qui combat le crime organisé. Ce que j'aime beaucoup dans Bungo Stray Dogs, c'est le ton, le fait qu'il y ait évidemment la résolution des enquêtes, donc avec ce côté mystère, qui a la touche fantastique avec les super pouvoirs et donc qui donne lieu à des scènes de combat de temps à autre, et puis aussi des touches d'humour. Moi c'est un mélange que j'adore et qui fait vraiment de Bungo Stray Dogs l'un de mes mangas favoris. Dans cette saison, les détectives ils vont tomber dans le piège d'un vilain qui va faire de l'agence en fait l'ennemi numéro 1 du gouvernement japonais et du monde finalement. Et donc traquer nos détectives en fait vont tout faire pour sauver le Japon de cette menace et retrouver leur réputation. Bungo Stray Dogs c'est une œuvre qui est très extensible, ce qui fait qu'on a le manga principal bien sûr, mais on a aussi des romans à côté qui explorent le passé des personnages. C'est devenu une tradition à chaque saison de Bungo Stray Dogs, chaque nouvelle saison en fait s'ouvre sur 3 ou 4 épisodes qui adaptent l'un des romans. En l'occurrence, cette nouvelle saison s'ouvre sur l'adaptation des origines de l'agence en fait, lorsque Fukuzawa, le patron, prend sous son aile le jeune et brillant Rampo et décide ensemble de la création de l'agence de détective. Dans cette première partie de saison, il y a un soin qui est apporté à la colorimétrie, et ça il faut le souligner dans le sens où les premiers épisodes sont en noir et blanc, jusqu'à ce qu'en fait le personnage de Rampo obtienne ses lunettes, un accessoire qui est supposé canaliser son talent. À ce moment-là, l'œuvre va passer en couleur. C'est un effet visuel qui est intéressant en fait pour montrer à quel point le monde lui semblait étranger avant l'arrivée de cette paire. Vous devez peut-être pas comprendre, en fait, Rampo c'est un personnage qui est brillant et qui s'est toujours senti en décalage vis-à-vis des autres par rapport à ça. Et donc Fukuzawa, le futur patron de l'agence, va lui offrir une paire de lunettes en lui disant bah écoute, ça va canaliser ton talent. Effectivement, lorsque Rampo va les enfiler, d'un coup le monde va lui sembler plus clair, plus logique. Il va voir en fait le monde de façon plus légère. Et en parlant de légèreté d'ailleurs, je suis ravie de l'adaptation des scènes comiques pour le coup. Il y a une réelle gestion de l'humour, du tempo comique qui est bien représenté à l'image, que ce soit par les mimiques des personnages ou bien encore par le doublage. Ça c'est en ce qui concerne les qualités de cette saison. En revanche, ça ne suffit pas, puisque la saison dure un peu plus d'une dizaine d'épisodes.
c'est pas suffisant. La saison aurait clairement mérité d'être étirée parce que cela entraîne la suppression ou le raccourcissement de certaines scènes. Et évidemment, j'ai conscience que le principe d'une adaptation, c'est d'adapter, hein, tout est dans le nom, donc de sélectionner des éléments à transposer à l'écran. Cependant, lorsqu'il s'agit de supprimer des scènes, eh bien, l'anime va plutôt se tourner vers des scènes qui font avancer l'intrigue au détriment de celles où sont montrées les émotions des personnages. En fait, tout le problème réside là. Bungo Stray Dogs, c'est quand même une œuvre avec des personnages qui sont complexes, qui sont vraiment passionnants pour le coup à étudier, voilà, qui ont des développements vraiment riches. Sauf que l'anime omet toute cette dimension-là en privilégiant des séquences qui vont venir faire avancer l'intrigue. Alors oui, ça paraît normal de privilégier des scènes qui font avancer l'intrigue, parce que c'est difficile d'amputer l'anime de ces moments pivots. Cependant, je regrette parce que retirer ces séquences, en fait, ça veut dire retirer des moments qui étayent les personnages. Par exemple, il y a une séquence qui est très importante dans le développement du personnage de Rampo Edogawa, donc dans la première partie de la saison. C'est une séquence qui est supposée montrer comment son intelligence se place en décalage par rapport aux autres. Et c'est expédié, c'est montré très brièvement pour retourner aussi vite que possible sur des moments qui vont faire avancer l'histoire. Et d'ailleurs, si les scènes ne sont pas supprimées, hein, elles vont être accélérées à tel point qu'on a le sentiment que tout se fait dans la précipitation. Tout s'enchaîne très rapidement, comme si l'anime ne prenait jamais le temps. Par exemple, les scènes de tension sont précipitées. L'arrestation de Dazai, typiquement, qui a un grand moment de tension dans le manga, en 1 minute 30, 2 minutes, c'est fait quoi. Et c'est dommage parce que tout le suspense, toute la tension qui monte dans cette scène, elle n'est jamais présente dans l'anime. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai pas trop non plus plombé l'ambiance avec cette fin de vidéo, mais ça me tenait à cœur d'en parler parce que voilà, quand vous aimez une œuvre, vous avez envie que sa retranscription soit fidèle, ce qui n'est pas forcément le cas dans le cas de Bungo Stray Dogs. Donc en tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos dernières découvertes animées. Ça m'intéresse, les animés qui vous ont plu, ceux qui vous ont déplu aussi, parce que ça arrive et il faut le dire, c'est important. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.